Chapitre 56, lu par Roselyne Aymar. Où Sancho Panza répond aux questions et éclaircit les doutes du bachelier Samson Carrasco avec d'autres événements dignes d'être sus et racontés. Sancho revint chez Don Quichotte et reprenant la conversation précédente, à ce qu'a dit le seigneur Samson qu'il désirait de savoir par qui, quand et comment me fut volé l'âne, je réponds en disant que la nuit même où, fuyant la Sainte Hermandad, nous entrâmes dans la Sierra Morena, après l'aventure ou plutôt la mésaventure des galériens et celle du défunt qu'on menait à Ségovie, Monseigneur et moi nous nous enfonçâmes dans l'épaisseur d'un bois où Monseigneur, appuyé sur sa lance, et moi, planté sur mon grison, tous deux moulus et rompus des tempêtes passées, nous nous mîmes à dormir comme si c'eût été sur 4 lits de plumes. Pour mon compte, je dormis d'un si pesant sommeil que qui voulut eut le temps d'approcher et de me suspendre sur 4 gaules qu'il plaça aux 4 coins du bas, de façon que j'y restais à cheval, et qu'on tira le grison de dessous moi, sans que je m'en aperçusse. « C'est chose facile, dit Don Quichotte, et l'aventure n'est pas nouvelle. » Il en arriva de même à Sacripan, lorsqu'au siège d'Albrac, ce fameux larron de Brunel employa la même invention pour lui voler son cheval entre les jambes. Le jour vint, continua Sancho, et je n'eus pas plus tôt remué en m'éveillant que, les gaules manquant sous moi, je tombai par terre tout de mon haut. Je cherchai l'âne et ne le vis plus. Alors les larmes me vinrent aux yeux, et je fis une lamentation telle que, si l'auteur de notre histoire ne l'avait pas mise, il peut se vanter d'avoir perdu un bon morceau. Au bout de je ne sais combien de jours, tandis que je suivais madame la princesse Micomicona, je reconnus mon âne, et vis sur son dos, en habit de bohémien, ce Ginès de Passamon, ce fameux vaurien que monseigneur et moi avions délivré de la chaîne. « Ce n'est pas là qu'est la faute, répliqua Samson, mais bien en ce que, avant d'avoir retrouvé l'âne, l'auteur dit que Sancho allait à cheval sur ce même grison. » À cela, reprit Sancho, je ne sais que répondre, sinon que l'historien s'est trompé ou que ce sera quelque inadvertance de l'imprimeur. « C'est cela, sans doute, dit Samson. Mais dites-moi maintenant, qu'avez-vous fait des 100 écus ? » Je les ai défaits, répondit Sancho. Je les ai dépensés pour l'utilité de ma personne, de ma femme et de mes enfants. Ils ont été cause que ma femme a pris en patience les routes et les voyages que j'ai faits au service de monseigneur Don Quichotte. Car si, au bout d'une si longue absence, je fus rentré à la maison sans l'âne et sans le sou, je n'en étais pas quitte à bon marché. Et si l'on veut en savoir davantage, me voici prêt à répondre au roi même, en personne. Et qu'on ne se mette pas à éplucher ce que j'ai rapporté, ce que j'ai dépensé. Car si tous les coups de bâton qu'on m'a donnés dans ces voyages m'étaient payés argent comptant, quand même on ne les estimerait pas plus de 4 maravédis la pièce. 100 autres écus ne suffiraient pas pour m'en payer la moitié. Que chacun se mette la main sur l'estomac et ne se mêle pas de prendre le blanc pour le noir, ni le noir pour le blanc, car chacun est comme Dieu l'a fait, et bien souvent pire. J'aurai soin, dit Carrasco, d'avertir l'auteur de l'histoire que s'il imprime une seconde fois, il n'oublie pas ce que le bon Sancho vient de dire. Ce sera là mettre un bon cran plus haut qu'elle n'est. Y a-t-il autre chose à corriger dans cette légende, seigneur bachelier demanda Don Quichotte. Oh, sans aucun doute, répondit celui-là. Mais aucune autre correction n'aura l'importance de celle que nous venons de rapporter. Et l'auteur, reprit Don Quichotte, promet-il par hasard une seconde partie ? Oui, certes, répliqua Samson, mais il dit qu'il ne l'a pas trouvée et qu'il ne sait pas qui la possède, de sorte que nous sommes en doute si elle paraîtra ou non. Pour cette raison, comme aussi parce que les uns disent « jamais seconde partie ne fut bonne » et les autres « des affaires de Don Quichotte, ce qui est écrit suffit », on doute qu'il y ait une seconde partie.
Néanmoins, il y a des gens d'humeur plus joviale que mélancolique qui disent donnez-nous d'autres quichotades, faites agir Don Quichotte et parlez Sancho, et quoi que ce soit, nous en serons contents. À quoi se décide l'auteur demanda Don Quichotte. À quoi répondit Samson. Dès qu'il aura trouvé l'histoire qu'il cherche partout avec une diligence extraordinaire, il la donnera sur le champ à l'impression, plutôt en vue de l'intérêt qu'il en pourra tirer que de tous les éloges qu'on en pourra faire. Comment s'écria Sancho. C'est à l'argent et à l'intérêt que regarde l'auteur. Alors ce serait merveille qu'il fît quelque chose de bon. Il ne fera que brocher et bousiller comme un tailleur la veille de Pâques, et m'est avis que les ouvrages qui se font à la hâte ne sont jamais terminés avec la perfection convenable. Dites donc à ce seigneur mort, ou n'importe qui, de prendre un peu garde à ce qu'il fait, car moi et mon seigneur, nous lui mettrons tant de mortier sur sa truelle, en matière d'aventures et d'événements de toute espèce, qu'il pourra construire non seulement une seconde, mais 100 autres parties. Le bonhomme s'imagine sans doute que nous sommes ici à dormir sur la paille. Eh bien, qu'il vienne nous tenir les pieds à la forge, et il verra duquel nous sommes chatouilleux. Ce que je sais dire, c'est que si monseigneur prenait mon conseil, nous serions déjà à travers ces campagnes, défaisant des griefs et redressant des torts, comme c'est l'usage et la coutume des bons chevaliers errants. À peine Sancho achevait-il ces paroles, qu'on entendit les hennissements de Rocinante. Don Quichotte l'éteint à heureux augure et résolut de faire une autre sortie d'ici 3 ou 4 jours. Il confia son dessein au bachelier et lui demanda conseil pour savoir de quel côté devait commencer sa campagne. L'autre répondit qu'à son avis, il ferait bien de gagner le royaume d'Aragon et de se rendre à la ville de Saragosse, où devait avoir lieu sous peu de jours des joutes solennelles pour la fête de la Saint-Georges, dans lesquelles il pourrait gagner renom par-dessus tous les chevaliers aragonais, ce qui serait le gagner par-dessus tous les chevaliers du monde. Il loua sa résolution comme souverainement honorable et valeureuse et l'engagea à plus de prudence, à plus de retenue pour affronter les périls, puisque sa vie n'était plus à lui, mais à tous ceux qui avaient besoin de son bras pour être protégés et secourus dans leurs infortunes. « Voilà justement ce qui me fait donner au diable, seigneur Samson !» s'écria Sancho. « Monseigneur vous attaque 100 hommes armés comme un polisson gourmand une demi-douzaine de poires. Mort de ma vie, seigneur bachelier, vous avez raison. Il y a des temps pour attaquer et des temps pour faire retraite. Et il ne faut pas toujours crier Saint-Jacques et en avant Espagne. D'autant plus que j'ai ouï dire, et si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est à monseigneur lui-même qu'entre les extrêmes de la lâcheté et de la témérité est le milieu de la valeur. S'il en est ainsi, je ne veux pas qu'il fuit sans raison, mais je ne veux pas non plus qu'il attaque quand c'est folie. Surtout, je donne cet avis à monseigneur que s'il m'emmène avec lui, ce sera sous la condition qu'en fait de bataille, il fera toute la besogne. Je ne serai tenu d'autre chose que de veiller à sa personne, en ce qui touchera le soin de sa nourriture et de sa propreté. Pour cela, je le servirai comme une fée. Mais pensez que j'irai mettre l'épée à la main, même contre des vilains armés en guerre, c'est se tromper du tout au tout. Moi, seigneur Samson, je ne prétends pas à la renommée de brave, mais à celle du meilleur et du plus loyal écuyer qui ait jamais servi chevalier errant. Si monseigneur Don Quichotte, en retour de mes bons et nombreux services, veut bien me donner quelque île de toutes celles qu'il doit, dit-il, rencontré par là, je serai très reconnaissant de la faveur. Et quand même il ne me la donnerait pas, je suis né tout nu, et l'homme ne doit pas vivre sur la foi d'un autre, mais sur celle de Dieu. D'autant plus qu'aussi bon et peut-être meilleur me semblera le goût du pain à bas du gouvernement qu'étant gouverneur. Est-ce que je sais par hasard si dans ces gouvernements-là, le diable ne me tend pas quelques crocs en jambes pour me faire broncher, tomber et casser les dents ?
Sancho, je suis né, et Sancho, je pense mourir. Mais avec tout cela, si de but en blanc, sans beaucoup de démarches et sans grand danger, le ciel m'envoyait quelque île ou toute autre chance semblable, je ne suis pas assez niais pour la refuser. Car on dit aussi, quand on te donne la génisse, jette-lui la corde au cou et quand le bien arrive, mets-le dans ta maison. Vous, frère Sancho, dit le bachelier, vous venez de parler comme un recteur en chair. Cependant, ayez bon espoir en Dieu et dans le seigneur Don Quichotte qui vous donnera non pas une île, mais un royaume. Aussi bien le plus que le moins, répondit Sancho. Si je puis dire au seigneur Carrasco que si mon seigneur me donne un royaume, il ne le jettera pas dans un sac percé. Je me suis tâté le pouls à moi-même et je me suis trouvé assez de santé pour régner sur des royaumes et gouverner des îles. C'est ce que j'ai déjà dit maintes et maintes fois à mon seigneur. Prenez garde, Sancho, dit Samson, que les honneurs changent les mœurs. Il pourrait se faire qu'en vous voyant gouverneur, vous ne connussiez plus la mère qui vous a mis au monde. Ce serait bon, répondit Sancho, pour les petites gens qui sont nés sous la feuille d'un chou, mais non pour ceux qui ont sur l'âme 4 doigts de graisse de vieux chrétiens, comme je les ai. Essayez un peu mon humeur, et vous verrez si elle rechigne à personne. Que Dieu le veuille ainsi, dit Don Quichotte. C'est ce que dira le gouvernement quand il viendra. Et déjà, je crois l'avoir entre les 2 yeux. Cela dit, il pria le bachelier, s'il était poète, de vouloir bien lui composer quelques vers qu'il pût adresser en adieu à sa dame Dulcinée du Toboso, et d'avoir grand soin de mettre au commencement de chaque vers une lettre de son nom, de manière qu'à la fin de la pièce, en réunissant toutes les premières lettres, on lut Dulcinée du Toboso. Bien que je ne sois pas, répondit le bachelier, un des fameux poètes que possède l'Espagne, puisqu'il n'y en a, dit-on, que 3 et demi, je ne laisserai pas d'écrire ces vers. Cependant, je trouve une grande difficulté dans leur composition, parce que les lettres qui forment le nom sont au nombre de 17. Si je fais 4 quatrains, il y aura une lettre de trop. Si je fais 4 strophes de 5 vers, de celles qu'on appelle décimes ou redondias, il manquera 3 lettres. Toutefois, j'essaierai d'escamoter une lettre le plus proprement possible, de façon à faire tenir dans les 4 quatrains le nom de Dulcinée du Toboso. Qu'est-ce qui doit être en tout cas ? C'est ce qui doit être en tout cas, reprit Don Quichotte. Car si l'on n'y voit pas son nom clairement et manifestement, nulle femme croira que les vers ont été faits pour elle. Ils demeurèrent d'accord sur ce point et fixèrent le départ à 8 jours de là. Don Quichotte recommanda au bachelier de tenir cette nouvelle secrète et de la cacher, surtout au curé, à maître Nicolas, à sa nièce et à sa gouvernante, afin qu'ils ne vinssent pas se mettre à la traverse de sa louable et valeureuse résolution. Carrasco le promit et prit congé de Don Quichotte, en le chargeant de l'aviser, quand il en aurait l'occasion, de sa bonne ou mauvaise fortune. Sur cela, ils se séparèrent, et Sancho alla faire les préparatifs de leur nouvelle campagne.